Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre, deuxième partie du Tactica banni. Cette fois-ci, on va parler de soupe et de sashimi. Je veux dire par là qu'on va parler de tortue et de crabe. On va parler un petit peu des généralités des tortues, parce qu'on va commencer par elles. Et on passera au crabe pour le plat de résistance. Et du coup, les tortues ont quelques caractéristiques un peu similaires toutes. En fait, elles ont un mouvement qui n'est pas forcément très élevé, elles ont une dextérité qui est assez basse, elles ont une grosse armure et surtout, mine de rien, elles font beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc à ne pas sous-estimer ces bébêtes parce que ça veut dire que vous allez quand même avoir du mal en face à les éliminer facilement. On va commencer par Matamata. Matamata 86 pièces d'or, Consti 5, Dextérité 2, Force 5, Mental 2, 4 de mouvement, PA 8, 26 PV, Armure 1, 6, moins 1, 6, moins 3, 10 cases d'armure, Piétinement 6 dégâts, la botte c'est le coup de bélier, 4 PA, F plus 2 dégâts, repousse l'adversaire de 8, moins force, brasse en ligne droite, règle collision. Droit devant, lors d'un déplacement en ligne droite, Matamata repousse tous les adversaires sur son passage d'une brasse. Elle n'est engagée qu'une fois à l'arrêt. Règle collision également. Spécial Matamata est considéré en assaut, quel que soit son déplacement. Matamata, c'est la tortue physique du tas. C'est la tortue qui avance également. Puisque elle a 4 de mouvement, comparé à ses consoeurs qui en ont 3. On avait dit grosse armure, moins 1, 6, moins 3, mais surtout 10 cases d'armure, c'est plutôt violent. 8 PA, qui est un score tout à fait honnête, 26 PV, mais surtout le piétoche qui fait 6 dégâts, donc au corps à corps on se dit ouais, ça va pas forcément rigoler. Le coup de bélier, alors la botte est très intéressante, puisque pour 4 PA, vous pouvez faire 7 dégâts, mais aussi pousser votre adversaire. Donc ça veut dire qu'il y a les règles de collision, ça veut dire que vous pouvez lui faire un D5 de dégâts en plus s'il entre en contact avec quelque chose. Vous pouvez aussi gérer l'espace en disant lui il dégage parce que mon objectif j'en ai besoin pour après. Cette botte est vraiment intéressante parce que vous pouvez vraiment gérer plein de choses. En plus elle fait vraiment beaucoup de dégâts. La règle collision, ça veut dire que vous prenez par contre, je pense, les dégâts de collision aussi. Et ça c'est important de le noter. Puisque c'est un coup de bélier, donc elle va vraiment se jeter sur l'adversaire. Et du coup, vous prenez aussi un des 5 dégâts et l'armure va sauter. La règle droit devant, c'est le même topo, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire de la place. On pousse tout le monde dans tous les sens. Si vous voulez plus d'infos sur la règle droit devant, je vous invite à consulter la FAQ 2016, je crois. Bref, la dernière en date, vous avez un long paragraphe qui explique clairement comment ça se passe au niveau du droit devant, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez que vous aussi, vous prenez les collisions, et du coup, votre armure va sauter relativement vite. Le spécial, elle est considérée en assaut, quel que soit son déplacement, ça, c'est plutôt agréable, surtout que vous n'êtes pas obligé, du coup, de faire la moitié de votre déplacement pour bénéficier de l'effet de l'assaut. Alors, Matamata, elle a une grosse armure, mais attention parce que ça ne veut pas dire qu'elle va avoir une armure qui va durer très long. Au début, on a tendance à vouloir la jouer comme un bulldozer, c'est-à-dire que vous foncez droit devant, vous faites des collisions, vous virez tout le monde, c'est très chouette, etc. Mais en fait, c'est pas rentable du tout parce qu'elle va perdre clairement son armure sur des dégâts qui sont minimes, c'est 1 des 5 dégâts, c'est pas terrible, elle va perdre des PV aussi, et du coup, il faut la jouer de façon un peu différente. La règle droit devant et sa botte sont utilisées, à mon avis, le plus efficacement possible, dans certaines circonstances bien particulières. La botte, c'est clairement pour dégager un point important, un objectif ou quelque chose, et même les colosses sont susceptibles d'être dégagés. C'est-à-dire que, par exemple, Catodos, oui, qui a 6 de force, il est quand même poussé de 2 brasses. C'est pas n'importe quoi quand on se bat contre un colosse de pouvoir le déplacer de 2 brasses. C'est quand même assez impressionnant. Et en plus de se prendre les dégâts de la botte, il va se prendre aussi les dégâts de collision. Potentiellement. Du coup, c'est important de bien comprendre que cette botte marche pour vraiment dégager plein de trucs. Et la règle droit devant, c'est vraiment quand vous avez une opportunité de faire tomber un adversaire, voire une suite d'adversaires. Mettons que vous ayez 2 ou 3 figurines qui sont en ligne.
et qui sont au bord d'un trou ou pas très loin, et ben ça c'est utilisable, mais ce n'est pas un truc à faire tout le temps, parce que sinon vous allez la perdre assez rapidement et vous allez vous retrouver un peu con en vous disant mais finalement elle est nulle. C'est pas qu'elle est nulle, c'est que il faut pas la jouer comme un bulldozer en pensant qu'elle va encaisser tout ce qui peut lui tomber sur le rab. Chose à noter également, comme toutes les tortues, j'en ai pas parlé, elle manque cruellement de mains. Donc c'est-à-dire que si vous faites une liste tortue, ben vous aurez pas de main. C'est un petit peu embêtant. Qui dit pas de main, dit pas d'objectif pour la plupart du temps, dit pas de possibilité de faire certaines actions. Voilà, donc faites attention quand vous faites votre liste. Si vous prenez que des tortues, il n'y a pas de main. Et pas de bras, pas de chocolat comme on dit. Mais c'est à prendre en compte si vous voulez réussir certains scénarios. Parce que sans main, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, c'est une tortue à jouer intelligemment, à ne pas craindre de la garder, je veux pas dire en retrait, mais pas forcément en première ligne, foncer tout droit. Elle a une grosse faiblesse, vraiment une très grosse faiblesse, c'est son moral. Elle a 7 de morale. Si en plus elle est perdue dans les lignes adverses ou elle est engagée contre plusieurs adversaires, ça va diminuer. Quand elle va tester son moral, vous allez transpirer. Vraiment. Du coup, je recommande peut-être, si vous avez envie de la jouer un petit peu en agressif, de lui mettre une racine de mandragore, histoire qu'elle puisse mâchouiller et ne pas subir le prostré. Ou alors, si vous avez vraiment quelqu'un qui a du rhum sur lui, ou lui donner une bouteille de rhum. Mais attention au moral, de même que les attaques empoisonnées, ça peut vraiment faire des dégâts. Elle n'a pas une grosse dextérité, elle n'a pas un gros mental. Et du coup, ça peut vraiment faire beaucoup de mal. Elle n'est pas sur un socle, chose également importante, mais elle est considérée comme sur un socle de 40 mm. Donc ça, même si elle a l'air plus grande, ce n'est toujours pas une créature imposante ou un colosse. Donc gardez bien en tête que c'est quand même une figurine sur un petit socle. Et du coup, elle peut être relativement facilement ceinturée, même avec son 5 de force. Si jamais il y a un colosse qui passe, il peut se balader avec une mata-mata dans la main. Donc un peu de prudence avec cette figurine qui nous engage quand même. Disons que quand on voit la figurine en main, enfin qu'on a la figurine en main, et quand on l'a sur la table de jeu, on a envie d'être un peu foufou. Mais si vous voulez la garder en vie, il faut pas. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Et si vous voulez vraiment la rentabiliser, jouez-la intelligemment. Son piétinement fait très mal et elle englue tellement l'adversaire dès qu'elle est au contact que c'est presque fatigant de l'avoir sur une table de jeu. On passe à Rotuma. Rotuma, mon dieu, Rotuma. Figurine craint et respectée par toute la communauté, je pense, pour la puissance qui est dégagée par cette figurine. Alors, il y a des raisons pour qu'elle soit crainte et respectée, mais cependant, à mon avis, on en fait un petit peu trop. Elle est clairement pas indessoudable et on va en parler. Rotuma, 90 pièces d'or, constitue 6, dextérité 2, force 3, mental 2, 3 de mouvement, 7 PA, 22 points de vie. Son armure, qui est une des meilleures armures du jeu, -2, 7, -4. 10 points de vie pour l'armure, le coup de bec 6 dégâts, le piétinement 1 des 10 dégâts. En cas de réussite critique, la cible est assommée. Fraternité, Rotuma peut être recruté par les Orénoques, ça c'est très bien. Lenteur, Rotuma ne peut pas esquiver. Elle possède également son artillerie sur le dos. Tir, 2 PA, cadence 2, 5 des 5 dégâts, gabarit de 2 cartes en largeur. Recharge 3 PA, portée 12, 3, 14, 6 et pas plus loin. En cas d'échec critique, Rotuma perd 5 cases d'armure. Artillerie vivante, Rotuma n'a pas besoin de servant pour se déplacer et peut s'orienter librement. Corps et armes, Rotuma connaît si bien son arme qu'elle tire à +3. Alors Rotuma, c'est de l'artillerie. Déjà son profil de base, on va revenir sur l'artillerie après, est très bon. Un petit peu, voilà, vous avez en pratique le un petit peu bas au niveau des PA, mais c'est pas grave. Les PV sont bas aussi, mais avec son armure qui lui enlève systématiquement 2 points de dégâts, on s'en fout. Ça fait quand même une bestiole qui tient vraiment le choc. Elle a un coup de bec qui est redoutable, 6 dégâts, ça fait quand même beaucoup. Je vous rappelle que si on prend Senglu, le panda chez les Maoks, quand il tape au poing, il fait 6 dégâts aussi. Ça rigole 0, Rotuma. Le piétoche qui fait 1 des 10 dégâts et en cas de réussite critique est assommé.
C'est une botte qui est très intéressante puisque vous avez la possibilité de faire en sorte que votre adversaire soit perdu, disons, n'ait plus moyen de se défendre s'il est assommé. Ok, c'est sur une réussite critique, mais quand ça passe, ça fait vraiment du bien. Alors, la fraternité, on en a parlé un peu avec les Orénoques, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'engager chez les Orénoques. Ça ne devient pas un Orénoque pour autant, attention, parce qu'il y a certains sorts qui ne ciblent que des Orénoques. Mais par contre, du coup, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup aussi chez les Orénoques. De même qu'avec les règles d'alliance, maintenant, moi je l'ai vu dans des compos tout à fait improbables, mais en attendant, elle était là et elle faisait son taf. Et la lenteur, elle ne peut pas esquiver. En soi, c'est logique. Et même si elle esquive, voilà, elle démarre pas très haut, sa dextérité est pas très élevée, donc c'est pas trop grave. Elle a une excellente constitution en plus, donc elle peut quand même tanker. Rotuma au niveau du profil a un des avantages importants aussi, c'est sa force. C'est une force de 3. Ça veut dire qu'elle peut être ceinturée relativement facilement et elle va pas forcément avoir beaucoup de facilité à passer ses attaques au corps à corps. Mais c'est pas non plus trop peu. Je veux dire par là que elle fait quand même son taf et à moins de mettre un gros ton en face, le 3 de force est suffisant, surtout avec la menace des 6 dégâts. Mais elle est redoutable tout simplement parce qu'elle a une artillerie vraiment impressionnante. C'est-à-dire que pour 2 PA, vous balancez un pruneau qui fait 5 des 5 dégâts sur 2 cartes de large. Je sais pas si vous avez 2 cartes. Si vous jouez à Briscard, j'imagine que vous l'avez au moins eu une fois sur la table. Mais regardez la taille de ce gabarit de folie. C'est incroyable, c'est gigantesque sur une table de jeu. Surtout que n'ayant pas vraiment de règles à proprement parler sur où placer le gabarit, vous pouvez décider de cibler n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous cibler une figurine, mais vous mettez qu'un petit coin du gabarit et vous balancez tout le gabarit plus loin. C'est vraiment quelque chose de très très fort, de très très puissant. Et c'est ça aussi qui fait peur. 5 des 5 dégâts, ça fait entre 5 et 25 dégâts, c'est vraiment puissant. La recharge coûte 3 PA. Les portées sont assez faibles, entre guillemets, vu que la difficulté est 12, avant 3 brasses, et de 14 jusqu'à 6 brasses. Elle ne peut pas tirer plus loin que 6 brasses. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Vous ne pouvez pas tirer plus loin que 6 brasses. Arrêtez de mettre Rotuma en fond de table et de balancer des pruneaux à l'autre bout. Ça ne marche pas. 6 brasses maxi. En cas d'échec critique, Rotuma perd 5 cases d'armure. Vous l'aurez vu aussi, la dextérité de Rotuma est de 2. Donc pour l'instant, on se dit, bon, finalement, elle tire à 4. Elle doit arriver à 12 et à 14. Voilà. Mais par contre, elle a un bonus de plus 3. Donc elle démarre à 7. Et même avec une déviation pas forcément très importante. Si elle tire à longue portée, enfin entre guillemets à portée moyenne du coup là, elle doit faire 7 sur le dé, vous allez tirer votre dé, même en faisant une déviation de 1 ou 2 brasses avec la taille du gabarit, vous allez quand même toucher votre cible, et ça va vraiment balancer du lourd. Rotuma n'a pas besoin de servant, elle se déplace, elle s'oriente comme elle veut, c'est vraiment quelque chose de très très fort, et de vraiment très embêtant pour l'adversaire parce que 5 des 5 dégâts, ça fait vraiment très mal. Si en plus elle fait une réussite critique, bah ça fait 5 des 5 plus 1 des 10. Donc vous faites entre 6 et 35 dégâts. Ouais, 6 et 35 dégâts, c'est de la folie. À ce niveau-là, c'est vraiment de la folie. C'est pour ça que beaucoup de gens l'utilisent contre les colosses, vu que les colosses n'ont pas la possibilité de faire un shiver. Enfin, les créatures imposantes n'ont pas la possibilité de faire un shiver, et du coup, ils ne peuvent même pas éviter ces dégâts-là. C'est vraiment abusé. Par tour, elle peut donc tirer 2 fois et recharger, ce qui veut dire que vous allez quand même vous manger des pruneaux suivant où vous êtes. Mais, attention, parce qu'il y a un mais, elle n'est de loin pas si horrible que ça. Elle est impressionnante, et si on la laisse sur la table de jeu, ok, ça va vraiment faire du dégât. Cependant, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, elle a une force relativement basse, et du coup, vous pouvez la ceinturer sans trop de problèmes. Moi, j'ai vu un dodger traverser la table et faire le ceinturage sur Rotuma. Voilà, Rotuma pouvait rien faire. Le dodger a pas beaucoup de force, mais en attendant, c'est passé. Elle a pas réussi à se libérer durant son tour, et du coup, elle s'est fait avoir. Elle tire à 6 brasses maximum. 6 brasses, c'est pas énorme. Avec le gabarit, c'est pas mal. On est d'accord, mais en attendant, ça veut dire que quand elle commence en fond de table, elle va quand même devoir effectuer un mouvement,
Elle va quand même devoir un peu réfléchir comment elle va se placer. Ça peut pas être juste l'artillerie en fond de table, le basilic de la garde impériale qui mitraille tout ce qui bouge sur l'entièreté de la table avec 4,50 m de portée. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il va quand même falloir que ça bouge et que ça se déplace. De même que c'est une artillerie, une fois au corps à corps, elle ne peut pas tirer. Encore une chose, si elle perd son armure, elle perd son arme de tir. Du coup, ça veut dire que vous avez quand même des possibilités pour lui faire vraiment des dégâts. Moi, j'ai vu une partie où Tucket, avec son pistolet perce-armure, a fait 2 tirs sur Rotuma. Il avait les petits bonus. Il avait les balles. On lui avait mis l'objet pour les balles. Il a fait 2 x 5. L'armure de Rotuma a giclé en un tour. Elle a jamais pu tirer de la partie. Donc, vous avez la possibilité, en lui faisant sauter son armure, de lui faire sauter son artillerie et de la rendre du coup vachement moins terrifiante. Il y a des façons de jouer contre Rotuma, c'est pas du tout le truc invincible et infaisable. Donc voilà pour 2-3 idées, si vous avez envie de... Si vous avez Rotuma en face de vous, voilà d'autres petites idées comment la gérer. Comme Mata, mais un petit peu moins, un de ses défauts aussi, c'est son moral. Elle a 8. Ok, ça va, avec la constitution de 6, ça passe. Donc du coup, elle est un peu plus sécure, mais c'est pas complètement idiot de penser à lui mettre une racine de mandragore pour éviter qu'elle soit prostrée pour une bête, un bête dégâts. Le truc qui est vraiment cool avec l'armure de Rotuma, c'est que toutes les attaques qui font 2 ou moins, eh ben, vous les sautez. Je pense notamment au petit sort de feu, là, flamme élémentaire, c'est ça ? Je sais jamais le nom de ce truc. J'aurais ces flammes élémentaires. Bah, du coup, ça lui fera rien parce qu'il y a l'armure qui encaisse. Il y a plusieurs choses où elle peut très bien ne pas se prendre de dégâts. J'ai aussi passé plusieurs tours avec un Tuléen à lui mettre des coups de saignement. Chaque fois, il a réussi son armure. Alors, ok, statistiquement, ça devait pas être le cas. Mais en attendant, il a jamais pris de saignement parce qu'il enlevait chaque fois 4 points de dégâts aux dégâts que je faisais, et j'en faisais 3 avec le couteau à dépecer. Donc voilà, pour dire, Rotuma est une figurine qui est quand même très très solide. Excusez-moi. Elle fait le café, et du coup, elle peut vraiment faire très très mal. Un autre objet qui est intéressant avec Rotuma, c'est le Gargousse et Boulet. Je crois que c'est ça. Ou Gargousse, je sais plus, bref. Tout simplement parce que ça donne un bonus en tir avec l'artillerie. Et du coup elle touchera un peu mieux, vous avez moins de chances de dévier, mais comme dit, si vous faites une petite déviation, c'est pas trop grave vu la taille du gabarit. De toute façon, le splash il va sans doute toucher les victimes, enfin la victime que vous avez, donc voilà. Il y a aussi une chose, c'est n'hésitez pas à tirer sur vos propres troupes. Le sacrifice de vos propres troupes n'est pas vain. Vous avez tout à fait la possibilité, avec la taille du gabarit aussi, de mettre un gros splash sur la tronche de tout le monde, puisque chaque figurine qui est au contact d'une figurine touchée par l'artillerie se verra aussi les dégâts d'artillerie. Se prendra aussi les dégâts d'artillerie. Du coup, vous avez vraiment moyen de faire quelque chose. Si vous laissez Rotuma sur la table de jeu, elle va faire un carnage. Si vous la gérez, il y a beaucoup de moyens de le faire et c'est pas trop un problème une fois qu'on sait. C'est clair que c'est intimidant les premières fois, on se dit ouh là là, c'est l'apocalypse, mais il y a moyen de gérer. En face, par contre, vous avez moyen de la protéger aussi. Hein. Si vous mettez une petite ceinture de garde du corps, entre guillemets, ou que vous jouez sur les hauteurs de table, etc., vous avez tout à fait moyen de gérer comment ça se passe. Elle ne peut juste pas esquiver, mais de toute façon, elle s'en fout. Elle va faire une défense normale la plupart du temps. Le contre, c'est un petit peu... voilà, ça vaut pas la peine de garder des PA. Avec elle, il faut essayer de faire un maximum de dégâts. Voilà pour Rotuma, et on va passer au bébé Rotuma. Et donc les rejetons rotumiens, c'est aussi une grosse plaie. Bébé Rotuma, homme de main 2, 46 pièces d'or, consti 3, dextérité 2, force 4, mental 2, 3 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie, armure -1, 6, -3, 10 cases d'armure comme d'habitude, coup de bec 5 dégâts, le canon court, 3 PA, cadence 2, 6 dégâts, gabarit d'une carte, portée 10... en dessous de 6 bras, c'est 10, de 10 à 9, c'est 11, de 6 à 9, pardon, c'est 11, et au-delà de 9, c'est 12. Les bébés Rotuma peuvent être recrutés par les Orono comme maman et sœur jumelle. Quand les bébés Rotuma tirent sur une même cible, elles ont un bonus de +3 au tir. Alors, le bébé Rotuma, c'est Rotuma en plus petit. Bon, alors, déjà 2-3 trucs. Premièrement, en grandissant, ça perd de la force. Voilà. 4 de force, ça veut dire quand même que vous allez
je pense plutôt l'utiliser au corps à corps. Son faible mouvement va un petit peu l'embêter, mais c'est pas très grave. Constit de 3, c'est pas beaucoup, mais pour une figurine qui vaut 46 points, enfin 46 pièces d'or, ça va. 8 PA, c'est tout à fait raisonnable. Et 22 points de vie, c'est également raisonnable avec l'armure qui est une excellente armure. -1, 6, -3, c'est vraiment une armure qui est excellente. Le coup de bec qui fait ultra mal, surtout qu'avec 4 de force, vous pouvez le passer de façon tout à fait legit et raisonnable. Le canon court, alors le canon court, on tire avec 3 PA, cadence 2, 6 de dégâts, c'est loin d'être dégueulasse. Gabarit d'une carte, portée tout à fait correcte, et surtout là, vous pouvez tirer à l'autre bout de la table si vous la laissez en fond de table. La fraternité, donc comme chez Rotuma, chez les Rotuma, les Orenok sont copains avec, vous pouvez l'engager. Ce n'est toujours pas un Orenok si vous l'engagez chez eux, mais en attendant, ça vous donne la possibilité de faire des listes vraiment cool. Et surtout, sœurs jumelles, quand les bébés Rotuma tirent, elles ont +3, et ça... Ah, ça fait du bien quand vous avez que 2 en dextérité. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, vous avez à peu près... on pourrait reprendre un petit peu le Tactica sur Rotuma à quelques différences près. C'est-à-dire que là-dessus, vous allez vraiment plus compter sur l'armure que sur sa constite quand vous êtes au corps à corps. Elle a une force de 4, donc du coup, elle tape mieux. La menace est plus sérieuse, bien que ça fasse un point de dégâts en moins. Il y a peu de mouvement. Mais ça, c'est une tortue, c'est normal. Les PA qui sont à 8, ça, c'est toujours très agréable. Vous pouvez quand même mettre 4 attaques au corps à corps. Du coup, la menace est vraiment réelle. Avec 4 de force, c'est très très concret. Son armure, vous allez compter dessus pour lui sauver les miches, clairement. Parce qu'elle va quand même se prendre des dégâts. C'est pas avec son 3 de constit qu'elle va faire grand-chose. Elle a la possibilité d'esquiver, de faire des contres, mais je sais pas si c'est la meilleure des idées. Le canon court qui est un canon qui est excellent pour virer les PA des gens. C'est-à-dire que soit vous tirez une fois en essayant de toucher et vous prenez 2 dés. Soit vous tirez au pif et avec la déviation vous espérez quand même que ça touche quelque chose. Il y a plusieurs façons de la jouer. Les 6 dégâts si ça passe c'est toujours très bien. Mais en soi le vrai intérêt de bébé Rotuma c'est de virer les PA des figurines qui restent. Et à ce moment-là, ça vous laisse le champ libre pour tous les autres bannis que vous pouvez avoir. Pour soit, si vous avez une autre artillerie, vraiment mettre le pâté et faire en sorte de toucher la figurine en question. Je veux dire, si vous voulez assurer un tir de Rotuma, rien ne vous empêche de faire d'abord tirer bébé Rotuma, virer les PA de la cible de Rotuma, et ensuite tirer avec Rotuma. Et là, ça fera 5 des 5 dégâts. Soit vous essayez vraiment de finaliser le tir et de faire en sorte que vous touchiez. Dans ce cas-là, vous tirez 3 PA, vous prenez un dé supplémentaire et vous espérez que ça passe. En dessous de 6 brasses, mine de rien, c'est que 10, entre guillemets. Et elle tire, elle a quand même 4. Si en plus vous avez fait tirer une bébé Rotuma avant, sur la même cible, vous avez un bonus de +3. C'est quand même hyper agréable. On a envie de les jouer par 2 et par 2, elles sont vraiment très très bien. Il y a quand même quelques défauts à ces petites bébêtes. C'est-à-dire que comme Rotuma, si elle perd l'armure, elle perd l'arme. Et ça, du coup, ça peut vous donner envie de jouer un Cochinero ou un... Comment il s'appelle? Celui qui a la dague chez Kintor. Enfin, bref, quelqu'un qui possède des attaques à 1 PA et qui peut en faire une craquée. Parce que, du coup, même si vous faites pas de dégâts, vous allez quand même finir par virer l'armure. Ou jouer un perce-armure, un pistolet ou une arme. Vous allez faire des dégâts. Le problème des bébés Rotuma aussi, c'est que si elles doivent faire un test de morale, vous êtes au fond du bac avec leurs 5 de départ, ça va être très difficile. La racine de mandragore, le rhum peuvent aider, pourquoi pas. Pensez-y si elle fait partie clairement de votre stratégie. Vous avez aussi plusieurs possibilités pour la jouer, c'est-à-dire qu'elle possède un avantage et un désavantage. Elle a une constite de 3, c'est-à-dire qu'à part quelques figurines très faibles, elle est lançable par tout le monde. Donc vous pouvez balancer bébé Rotuma, soit de votre plein gré, vous, pour la faire avancer plus vite, voilà, parce que pourquoi pas, soit votre adversaire peut s'en débarrasser en la lançant. Et ça, c'est un petit peu embêtant, puisque du coup, elle va soit être au corps à corps et se faire balancer, et se prendre beaucoup de dégâts, soit du coup elle va être giclée pour éviter qu'on se prenne, j'en sais rien moi, 4 attaques à force 4 qui font 5 dégâts. Voilà, elle va mine de rien bouger mais pas de son propre chef. Souvent ça va être un peu ça.
Et du coup, vous pouvez jouer là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien balancer bébé Rotuma sur une cible. Au final, elle va se prendre une pétée, ok, mais si ça lui permet d'avancer un petit peu et peut-être d'être apporté pour faire un tir vraiment précis, ou alors une autre manœuvre stratégique intéressante, pourquoi pas. C'est à voir comment ça se passe au niveau de la table de jeu. L'avantage qu'elle a par rapport à Rotuma, c'est qu'il n'y a pas de distance maxi. Donc du coup, vous pouvez la garder aussi en fond de table, balancer vos pruneaux pour essayer d'éviter que les adversaires aient des PA pour réagir. Et ça fait une très bonne unité en fond de table. De même qu'elle fait une très bonne gardienne d'objectif, hein, mine de rien, force 4, 5 dégâts, l'armure, la constite qui est pas énorme mais qui est pas non plus dégueulasse, elle peut tenir un objectif sans trop de soucis et vous permettre pendant ce temps-là d'avoir des briscards à côté qui font le taf. Également, pensez à bébé Rotuma en tant que soutien, enfin... Pensez à lui mettre en soutien, si possible. On va parler du Birgus après avec sa lance. Ça fait une très bonne combo. Birgus bébé Rotuma, c'est assez redoutable pour de nombreuses raisons. Et je trouve que pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, pensez à la jouer en combinaison avec d'autres. Avec une autre bébé Rotuma également, si vous aimez l'artillerie. Mais du coup, voilà. C'est aussi... Ça fait aussi un peu peur au colosse, puisque bah, ils se prennent 6 de dégâts, c'est pas énorme, mais en attendant, il n'y a pas de shiver, et du coup, 6 dégâts gratuits dans la tronche, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'on a fait le tour pour bébé Rotuma. J'ai l'impression d'oublier un truc sur bébé Rotuma, donc dans les commentaires, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mentionner, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir raté un truc, et c'est très désagréable. Donc, en faisant vite fait le truc, j'ai pas l'impression... Enfin... il me semble pas, mais j'ai quand même l'impression d'avoir manqué quelque chose. Bref, on va passer à la dernière tortue des bannis, et c'est clairement pas la plus petite, vu que c'est Rapa et Miller. Donc pour cette monture bannie, je vous invite à aller revoir mon analyse sur la sortie de Rapa et de Miller. Je ne sais plus quel mois c'était, mois d'août? Non, c'est pas vrai. Mois de septembre peut-être. Ou avant, je ne sais plus. Bref. Donc je vais repasser en vitesse sur les deux. Miller, Consti 3, Dextérité 5, Force 3, Mental 5, 75 pièces d'or, 5 de mouvement, 9 PA, 23 points de vie. Le lance-grappin, s'il est sur Rapa. Cadence 1, 6 dégâts perce armure. Portée 4, 7, 5 munitions. En cas de réussite critique, la victime ne peut plus se déplacer avant de réussir un désengagement. Le pistolet à 2 coups, cadence 2, dégâts perce armure. Portée 5, 8... dégâts 4, pardon. Je crois que j'ai oublié. Le tonneau de poudre en des 10 dégâts, gabarit d'une carte, usage unique. Miller peut lancer pour 2 PA dans la zone de contrôle de sa monture. Jeter un dé en cas d'échec. Appliquer les règles d'artillerie. Miller est un très bon personnage, évidemment tout son potentiel se réalise quand il est sur Rapa, mais Miller est un bon personnage pour les bannis, car grand mouvement, beaucoup de PA, des PV tout à fait corrects pour un raton, une dextérité également très intéressante. Miller possède 2 mains, ce qui était pour l'instant absolument absent de la description des tortues, donc vous pouvez faire des trucs. Un bon mental, ce qui lui fait un moral correct sans pour autant dépasser. Le lance-grappin, qui est une arme que je trouve vraiment excellente, qui fait pas mal de dégâts, il n'y a que 5 munitions, c'est pas énorme, mais en attendant la possibilité de faire 6 dégâts perce armure, ça peut vous sauver les miches. La réussite critique, c'est le bonus, un désengagement. Pour le désengagement, vous choisissez si c'est contre Miller ou contre Rapa que vous faites le test. Enfin, vous choisissez qui va tenir le filin, en fait. Et son tonneau de poudre. Alors, j'ai testé Rapa et Miller. Le tonneau de poudre, en fait, est quand même relativement intéressant, puisque vous avez la possibilité de vous débarrasser des gêneurs, et ça fait tout de suite une menace, si on veut venir vous enquiquiner au corps à corps. Son pistolet à 2 coups, cadence, un pistolet classique, 4 dégâts perce armure. Le perce armure est vraiment très agréable. Et la portée... Veuillez m'excuser. Et la portée 5-8, qui est une portée tout à fait correcte, en plus avec la dextérité de 5. Alors, si vous avez regardé mon analyse au moment où il est sorti, j'ai dit qu'il était en compétition avec Martin, et en fait c'est faux. Martin et Miller n'ont pas du tout la même vocation au final. Si vous prenez Miller tout seul, sans Rapa, effectivement vous avez 2 tireurs. Des tireurs qui sont
pas mauvais, mais des tireurs qui sont quand même assez fragiles, et du coup, Marton va rester vraiment plus en retrait grâce à son mousquet, ou mousqueton, je sais plus ce qu'il a comme arme, tandis que Miller va s'avancer un petit peu avec son pistolet, et du coup, ils vont avoir des interactions différentes avec le jeu, vu que les portées seront pas les mêmes. En gros, vous pouvez les garder les deux en fond de table, mais je pense que Miller a meilleur temps de s'approcher un petit peu, de réaliser les objectifs sous dextérité et mental, car avec un mental de 5, c'est clairement avantageux, en plus d'avoir un très bon mouvement. Tandis que Miller va plutôt rester en arrière, et s'il se fait choper au corps à corps, il va se désengager. Miller, même s'il n'a pas d'arme, un coup de pied, ça fait 3 dégâts, c'est dextérité opposée. Beaucoup de figurines vont avoir du mal à surpasser son 5 de dex, et du coup c'est toujours agréable de pouvoir mettre 3 dégâts, même si c'est que 3 dégâts entre guillemets, vous faites quand même du dégât, et vous pouvez pas défendre normalement vu que c'est dextérité opposée. Donc je pense au chef de la milice Kintor avec son contre à 1 PA, ben vous lui mettez des coups de pied, il l'a dans l'os parce qu'il peut pas faire le contre avec le bouclier. Donc Miller est très intéressant à ce niveau-là. Je me rends compte que c'est pas la même utilité qu'avec Marton. Donc du coup, ils sont un peu différents. Effectivement, c'est des tireurs et vous pouvez faire une full tir avec eux. Mais attention, ne le jouez pas de la même façon parce qu'il peut se jouer tout à fait différemment. On va passer à la tortue, c'est-à-dire la monture. Raparapa, donc 115 pièces d'or, constitue 5 dextérité 3, force 5, mental 3, agressivité 3, 3 de mouvement, 8 PA, 26 points de vie. Son armure qui est une excellente armure, -2, 5, -3. L'armure n'a que 6 points de vie par contre, pas 10 comme les autres tortues. Coup de bec, 5 dégâts. Empalement, 4 PA, 2d5 plus 3 dégâts. La victime est ceinturée par Raparapa si la boîte n'est pas défendue. Placide, quand elle y est soumise, elle choisit ou non d'entrer en frénésie sans effectuer de jet de dés. Le cavalier ne chute pas lors de tirs d'artillerie ou non en réussite critique. Et créature amphibie. Alors, Raparapa, c'est vraiment une grosse tortue bien chiante. Ok, elle n'a pas d'artillerie sur son dos, et ok, elle paraît comme ça un petit peu... je vais pas dire mollassonne, mais voilà, c'est une créature imposante. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus dynamique. Non, mais sans déconner, elle est vraiment casse-burne. Déjà, elle est hyper résistante. Elle a pas mal de PV, elle a une excellente armure. Le -2, c'est comme Rotuma, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle se prend des dégâts, vous allez lui soustraire 2 points, enfin vous allez soustraire 2 à ses dégâts. C'est vraiment casse-pied si vous n'avez pas de perce armure en face, ou que vous n'avez pas un petit perso qui a plein d'attaques à 1 PA. Le problème c'est que à ce moment-là, son armure a que 6 points de vie, donc du coup elle va sauter beaucoup plus vite. L'avantage c'est qu'elle ne perdra rien du tout à part son armure, c'est pas trop un problème. Mais surtout, elle a 3 d'agressivité. C'est-à-dire que si vous faites une charge, bêtement, et que vous donnez un coup de bec après, la première attaque, vous rajoutez l'agressivité aux dégâts. Ça fait 8 dégâts. C'est pas dégueu. En plus de l'ajouter à son jet d'attaque, donc force x2 plus 3. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus facile à encaisser. L'empalement est une purge, mais sans nom. Je pense que avec Raparapa, tour 1, j'ai buté Nalagak. Bon, il y a eu une erreur de la part de mon adversaire, mais j'ai plié Nalagak. Et Raparapa et Miller ensemble font un duo qui est vraiment excellent. Car n'oubliez pas que Miller a le droit de tirer quand il est sur le dos d'une monture, enfin de sa monture de Raparapa. Et du coup, vous pouvez charger. Alors ok, 3 de mouvement, c'est pas non plus le plus maxi, mais 8 PA, ça vous permet d'avancer quand même beaucoup. Vous mettez un empalement ou un coup de bec, et Miller derrière, il fout des coups de canon... Enfin, pas de canon, de grappin. Il fout des coups de pistolet à silex. Il fait... voilà, c'est... La combo est très bonne. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et je m'en étais pas tout à fait rendu compte avant. Mais elle est vraiment casse-burne. Parce que pour la buter, il faut quand même y mettre les moyens. Et elle ne fait que 115 pièces d'or. Si Miller se sent un petit peu malmené parce qu'il voit qu'il va se faire charger par 3 ou 4 mecs, il a qu'à descendre de la monture et se barrer. Je veux dire, au final, il a un gros mouvement, il peut très bien faire ça. Il a assez de PA pour pouvoir faire ça et laisser Raparapa toute seule dans le coin. Et en plus, tant qu'elle est toute seule, Raparapa, elle doit faire un jet de frénésie. Mais elle choisit d'entrer ou non en frénésie. Donc,
N'hésitons pas. Si elle est engagée par 3 adversaires, elle peut très bien entrer en frénésie, on rajoute l'agressivité un peu partout, et elle fera vraiment des gros dégâts. Non, elle est vraiment très intéressante, c'est une figurine que j'aime énormément jouer quand je joue Banni, parce qu'elle est... Enfin, je vais pas dire qu'elle est subtile, parce que c'est quand même un bulldozer, mais en attendant, elle apporte des choses qui sont intéressantes, et des choses qui sont agréables à jouer, et qui changent un petit peu chez nos amis bannis. Pour l'instant, ils n'ont que la monture, donc c'est assez agréable de pouvoir jouer une figurine imposante, qui a une gueule bannie, et qui est vraiment cool sur la table de jeu. Donc moi je suis très content d'avoir Raparapa. Au niveau des équipements que vous pourriez vouloir prendre, franchement, entre Miller et Raparapa, je vois pas tellement en fait. Sincèrement, je vois pas. Vous pouvez tout de suite... Bon, il y a toujours les classiques, hein, la racine de Mandragore, les gris-gris, les poupées vaudou, etc. Mais ça, c'est des trucs basiques. Les potions, entre guillemets, ne serviront pas, à moins que vous vouliez donner une potion à Miller. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Un petit 6 de force, pourquoi pas. Je veux dire, au final, vous gobez la potion avec Raparapa. Mais il n'y a pas forcément d'objets indispensables. Les munitions supplémentaires pour l'artillerie, comme c'est pas de l'artillerie venant de Miller au niveau du lance-grappin, du lance-grappin, ben du coup vous pouvez pas lui rajouter de mun. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses à rajouter à cette figurine. Elle se suffit à elle-même, elle est vraiment pénible à encaisser sans pour autant être complètement craqué. C'est-à-dire que par exemple si vous avez Miller qui est sur Raparapa, si en face vous avez un colosse, attention à ce qu'il vous prenne pas Miller et qu'il balance pas le pauvre raton à 3000 km, parce que Raparapa en attendant effectivement elle est balèze, mais aussi elle peut se faire balancer. Elle n'a que 5 de constit, entre guillemets, et la plupart des colosses ont 7, 8, 9 de force. Donc ils peuvent très bien la lancer sur vos autres bannis qui sont pas très loin. Il y a plusieurs façons de jouer contre Raparapa, mais je trouve que c'est une figurine qui est très embêtante sur la table de jeu, et j'aimerais pas me retrouver en face. J'aimerais pas me retrouver en face d'une monture de base, on va dire ça comme ça, mais j'arrive mieux à cerner comment je gérerais un Sam Laglace sur Bubalus ou un Valdès qu'une Raparapa. Raparapa a à mon avis plus de possibilités et elle est capable de se débrouiller dans toutes les situations, car Miller a du tir, car elle est capable de ceinturer gratos si la botte n'est pas défendue, et ça c'est vraiment très fort. On va passer au crabe avec les Birgus, et on va parler des généralités des Birgus parce qu'il y en a plusieurs. Et donc les Birgus ont plusieurs points communs, il y en a 4 pour l'instant qui sont sortis. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun, à part évidemment à chaque fois une ou deux exceptions? Bon, déjà, ils ont un mouvement de 3, mais attention, parce qu'au final, le Birgus est hyper rapide, puisque leur mouvement supplémentaire ne coûte que 1 PA. Ça veut dire que vous faites votre mouvement gratuit, on va prendre l'exemple entre Zenbao, qui a un mouvement de 6, et un Birgus qui a un mouvement de 3. Le mouvement gratuit, Zenbao va faire 2 fois plus de distance que le Birgus. C'est tout à fait mathématique. Seulement voilà, si Zenbao veut faire un mouvement supplémentaire, elle va devoir payer 2 PA pour faire 6 brasses. Le Birgus, il va payer 1 PA pour faire 3 brasses, et du coup il va repayer encore 1 PA pour refaire 6 brasses. Autant dire que pour le même coût, le Birgus avance de 6 brasses, sans malus. Évidemment, si après il se trouve dans le sable, il se trouve dans des malus, il porte un truc, etc., ça change un petit peu la donne. Mais en attendant, un Birgus, concrètement, pour le même coût qu'une figurine normale, il va avancer à 6 PA, et 6 PA c'est beaucoup. C'est-à-dire que même s'il a l'air lent sur la carte, il va aller vite, et il peut aller à peu près partout. Attention à ça quand vous les affrontez, parce que c'est pas facile à gérer. On se dit, ouais, ok, il a 3 de mouvement, mais en fait, il a 3 de mouvement, mais il paye moins cher ses mouvements supplémentaires. Donc, attention. Hormis le Birgus chirurgien, les Birgus n'ont qu'une main. Voilà. L'autre, c'est une pince qui n'est pas considérée comme une main. Hormis le chirurgien qui en a 2, et le Birgus royal qui n'en a pas. Ce qui veut dire que attention lorsque vous faites des listes, les scénarios, certains demandent d'avoir une main au moins pour ouvrir un coffre ou faire quelque chose. Donc
faites attention quand vous montez ça, c'est une chose à prendre en compte. N'oubliez pas que certains objectifs et certaines actions nécessitent des mains. Les Birgus ont également de l'armure. Les 3 Birgus ont 10 points d'armure par Birgus, et ils sont tous... L'armure est identique chez tous, à part chez le Birgus Royal qui est un peu mieux. C'est-à-dire -1, 6, -3. La carapace en chitine. 10 points de vie, ça veut dire que votre Birgus, il est capable d'encaisser pas mal de dégâts. Le Birgus Royal a -2, 6, -3. Ce qui en fait encore un tank supplémentaire à ce niveau-là. Autre chose de très important... les jets d'esquive et de désengagement des adversaires des Birgus sont majorés de 2. Parce que les pinces, ça tient bien, et les Birgus n'aiment pas ça. Donc quand vous êtes au close avec un Birgus, votre adversaire, vous allez être un petit peu embêté, vu que les esquives, vous pouvez pas forcément facilement, enfin, vous partez moins facilement que prévu, et vous vous désengagez aussi très difficilement. Donc attention à toutes ces petites choses, c'est des traits de caractère des Birgus qui sont très importantes, car ça va conditionner la façon dont vous allez le jouer, ou les jouer, parce que si vous décidez de faire une full crabe, pourquoi pas. Donc, on va commencer tout de suite avec le Birgus classique, le Birgus normal. Constitué dextérité 2, force 3, mental 3, 3 de mouvement, PA 7, 24 points de vie, la carapace dont on a parlé, la pince qui fait force plus 2 dégâts, la lance qui fait allonge et force plus 2 dégâts, les bottes, il en a 2, cisaillement, force plus 1 des 10 dégâts, et ceinturé, 0 PA, pas d'échec critique, je vais revenir là-dessus aussi parce que c'est très important. Le spécial, comme on a parlé, les mouvements supplémentaires coûtent 1 PA, et les jets d'esquive et de désengagement de ses adversaires s'effectuent avec un malus de -2. Ce Birgus est mon préféré. On va revenir sur le Birgus chirurgien tout à la fin, je garde le meilleur pour la fin. Une grosse constitution, pardon. Et du coup, il encaissera assez bien, une bonne armure, assez de PV pour tenir le choc. Sa constitution lui permet, avec son mental de 3, d'avoir un moral de 9, ce qui est loin d'être dégueulasse. Le petit bémol, c'est la force de 3. Du coup, il va pas forcément super bien passer ses attaques. Et les 7 PA qu'il a, c'est une des premières figurines bannies à être sortie. Ça paraît logique que pour un sous-fifre, entre guillemets, vu que c'est un homme de main, il est 7 PA. Les points de vie 24, et plus de PA, ça deviendrait un peu abusé, je dirais. Les 24 points de vie sont tout à fait raisonnables. L'armure est là pour qu'il encaisse. Quand il touche avec sa pince ou avec sa lance, il fait 5 dégâts. C'est très bien, il n'y a pas de aléatoire, il n'y a rien du tout. Vous faites 5 dégâts FISA. La lance avec allonge est très intéressante puisque ça va lui donner les bonus qu'il lui faut en soutien pour avoir une force de 4. Ce Birgus-là n'est pas fait pour être joué seul. Il est fait pour être joué en duo. Et je parlais des bébés Rotuma avant, puisque justement, en duo, vous mettez la bébé Rotuma devant qui va tanker et encaisser les coups. Le Birgus derrière qui avec l'allonge va donner un bonus et à lui parce que la bébé Rotuma va être là et à bébé Rotuma pour qu'elle tape mieux. Ça peut vraiment faire un duo très très sympa à jouer pour pas si cher que ça, 127 points si les mathématiques n'ont pas changé entre temps. Et aussi, autre chose, le cisaillement qui est sa botte, ça se fait évidemment au contact, enfin, il n'y a pas d'allonge là-dessus. Force plus 1 des 10 dégâts, ça fait entre 4 et 13 dégâts, c'est loin d'être dégueulasse. Ok, il démarre pas beaucoup, on est d'accord que 5, c'est pas forcément le meilleur score pour faire une botte. Mais surtout, le ceinturé pour 0 PA. Donc ça, c'est une botte aussi, vous pouvez la faire qu'une seule fois par tour. Mais de façon générale, ceinturé, c'est aussi une seule fois par tour. Et pas d'échec critique, il n'y a pas de jet de force opposée ou quoi que ce soit. Vous ceinturez sur tout résultat supérieur à 1 sur 1 des 10. Et ça marche sur tout le monde. Ah voilà. Les colosses aussi, les montures aussi, sur tout. Et ça, c'est surpuissant. Puisque ça veut dire que les figurines à côté, elles n'auront plus qu'à taper tous leurs sous. Et c'est pour ça aussi qu'avec bébé Rotuma, c'est loin d'être un mauvais choix. Ou avec une Rotuma, mais c'est plus cher. Puisque vous balancez votre Birgus, vous balancez vos attaques, que ce soit avec la lance, enfin que ce soit sans la lance en fait, puisque le ceinturé est dans la zone de contrôle de 0,5 brasses. Et ensuite, vous ceinturez votre victime. Et du coup, après, votre bébé Rotuma, votre femme ou n'importe qui derrière, vient et n'a pas besoin de faire de jet
Enfin, si, il fera son jet pour éviter l'échec critique, ou faire une réussite critique. Mais, grosso modo, l'adversaire ne peut pas défendre. Et ça marche sur les colosses aussi. Alors, certains me diront, oui, mais c'est cheaté, les colosses, blabla. Bref, non, c'est pas une question de cheater, c'est écrit sur la carte, ça marche sur tout le monde. Donc, voilà, vous avez un Carcaros en face de vous, vous balancez votre Birgus, pif, il le ceinture. Vous allez voir la tronche de votre adversaire se liquéfier parce que, du coup, votre Carcaros, enfin, son Carcaros, il l'a dans l'os. Et c'est pour ça. C'est juste vraiment pour ça que c'est mon Birgus préféré. C'est parce que il est capable de faire plein de choses. Pas forcément hyper bien, il n'a pas des 18 dans toutes les caracs. Mais en attendant, il est capable de vraiment faire le taf et d'apporter vraiment ce qu'il faut, là où il faut, grâce à son allonge, grâce à son ceinturé, grâce à sa botte. Il peut faire des dégâts. Franchement, ce Birgus-là est génial. Pour le prix qu'il est, moi, je trouve qu'il est vraiment très bien, il est très équilibré, voilà. Donc, c'est mon Birgus du cœur. Et c'est un Birgus qui, je pense, peut apporter plein de trucs, que ce soit dans une full Birgus, une full armure, ou alors une bannie classique, avec plein de gens dedans. C'est vraiment une figurine qui est très très cool, et qui peut vous sauver les fesses, en fait, au moment opportun. Il n'a qu'une seule main, donc, du coup, voilà... C'est pas forcément toujours évident à gérer les personnages avec une seule main, parce que s'il tient son arme, il peut pas faire certains objectifs, bref. N'oubliez pas du coup que vous pouvez lui filer le baudrier mystique, qui lui permet de rengainer son arme et de la sortir quand il veut, sans utiliser de PA. La potion de force sur le Birgus, mine de rien, c'est loin d'être dégueulasse, puisque vous augmentez ses attaques avec sa pince et sa lance, mais vous augmentez également ses capacités de toucher. Donc la potion de force sur le Birgus, eh ben, c'est pas dégueu. Son moral est relativement bon, si vous voulez vraiment... La racine de Mandragore, c'est un objet que vous pouvez mettre sur tout le monde de façon générale, il n'y en a pas... je veux dire, voilà, c'est pas... Comme ça vous permettra d'éviter qu'il soit en PLS à un tour crucial, mais de façon générale, il devrait pas avoir besoin de ça. Il peut s'en sortir avec son œuf. Donc c'est pas quelque chose que je recommande vraiment. Mais par contre la potion de force là, du coup, moi j'aime beaucoup. Bah, vous aurez compris, la potion de force ça reste quand même un objet... à part le running gag, ça reste un objet que j'utilise quand les dégâts sont basés sur la force. Et du coup ça le fait aussi passer à 4 de force pour un tour, ce qui est loin d'être dégueulasse. Donc non, le Birgus est un très bon choix. Moi je l'aime énormément. On va passer au Birgus Fuisseur. Alors, comme son homologue Birgus normal, alors, 2 points de moins, Consti 5, Dextérité 3, Force 4, Mental 2, 3 de mouvement, 7 PA, 22 points de vie, donc ça, c'est à peu près identique au Birgus, l'armure qui est la même, la pince, F plus 2 dégâts, donc lui, il fait du 6 et pas du 5, ceinturé, lui aussi, il ceinture plus facilement, c'est-à-dire qu'il doit simplement, enfin, il réussit un jet sur 4 ou plus, c'est pas aussi facile à faire que le Birgus normal, mais en attendant, ça vous permet d'avoir un deuxième ceintureur et d'avoir la menace de ceinturer un deuxième personnage, un gros tasson. Jouer à 2 colosses, ça paraît chaud patate, mais pourquoi pas si vous faites des grosses parties où il y a plusieurs colosses ou plusieurs montures sur la table. Vous avez un deuxième ceintureur qui, avec sa force de 4, n'a pas besoin de se préoccuper de la force adverse et qui peut aller le ceinturer sur 4+. Ses spéciaux, donc les mouvements supplémentaires, etc., les esquives, ça on en a parlé, et le tunnelier, le fuisseur peut dépenser ses PA pour effectuer des mouvements sous terre, inciblable en déplacement. Sous terre, il ne peut effectuer que des actions de déplacement, il n'est jamais considéré comme engagé sur du terrain meuble, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire se positionner où vous voulez. Je vous rappelle que le Birgus que les Birgus sont des figurines qui sont rapides, malgré ce qu'on pourrait penser, et du coup vous avez cette possibilité là de le faire apparaître là où bon vous semble. Si vous voulez aller chercher une figurine protégée qui est un peu en fond de table, vous pouvez passer sans être considéré comme engagé. Si vous allez, je sais pas, prendre un objectif qui est dans la zone de déploiement adverse, s'il faut que vous vous barriez parce que du coup c'est un petit peu tendu au niveau du corps à corps, bref, vous avez la possibilité de faire plein de trucs. Après, la notion de terrain meuble et de se déplacer sous terre, c'est toujours un peu délicat. Discutez avec votre adversaire de qu'est-ce qui est meuble et qu'est-ce qui ne l'est pas. S'entend par là que si vous êtes sur le pont d'un bateau, est-ce que vous pouvez ou pas? Est-ce qu'il fait un trou à travers le pont
qui passe au point inférieur et qui remonte au point supérieur. Mettez-vous d'accord avec votre adversaire, c'est quelque chose qui est important, je pense, avant de jouer un fuisseur, histoire de savoir si comment vous allez utiliser sa capacité tunnelier, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, il a un de constit de moins, mais sa constit est quand même un constit de moins que le Birgus normal, mais sa constit est quand même de 5. Il a une meilleure force, ce qui compense un petit peu, du coup il est quand même assez agressif. Il fera 6 dégâts, mental 2, constit 5. Du coup c'est quand même un petit peu difficile pour lui parfois quand il doit tester, c'est un petit peu limite. Il a 2 points de vie en moins aussi. Je l'aime bien parce qu'il permet de faire des choses un peu vislardes si vous arrivez à passer sous terre et à vous déplacer. Mais c'est vrai que du coup la perte en caractéristiques, autant la force je trouve que c'est important, mais c'est pas aussi important que la constite selon moi. Voilà, je l'aime un peu moins que l'autre Birgus. Il ceinture un peu moins facilement. Il fait un peu plus de dégâts, et du coup si vous lui mettez une potion de force c'est encore plus rentable entre guillemets. Du coup 7 dégâts avec une potion de force, votre Birgus il va faire peur à un peu tout le monde. Du coup il est plus utile pour aller vraiment se positionner en tant que finisseur, c'est-à-dire que vous amochez une figurine sur un côté de la table, et ce Birgus là va, je vais pas dire se téléporter, mais va faire ses mouvements sans entrave, de façon à venir se poser à côté de la figurine qui veut taper, lui donner un coup, lui faire ses dégâts, enfin essayer de lui faire ses dégâts avec des bonus de soutien et autres, et ensuite peut-être repartir en mouvement pour aller sur une autre figurine, lui remettre 7 de dégâts, etc. Donc c'est vraiment un Birgus où le mouvement va être important et où le déplacement va être primordial pour le jouer comme il faut. Et pour utiliser au maximum ses capacités, tandis que l'autre Birgus est plus une espèce de tank que vous allez pouvoir utiliser soit pour immobiliser un adversaire, soit pour donner des bonus avec son allonge, soit pour plein de trucs en fait. Du coup celui-là est plus spécifique, et ça dépend de votre style de jeu aussi, parce que ça peut tout à fait ne pas vous convenir. La figurine est hyper cool par contre. Ça, je l'aime beaucoup. Par contre, voilà, il est un peu plus limité dans ses possibilités. Et du coup, je préfère payer 2 points de plus, 2 pièces d'or de plus, pour avoir un Birgus qui me permettra d'avoir un style de jeu plus... Je vais pas dire polyvalent, c'est pas tout à fait ça, mais je trouve qu'il y a assez de finisseurs et chez les bannis pour ne pas forcément investir dans un Birgus Fisseur, bien que qu'il soit quand même intéressant. Donc c'est à vous de faire les choix à ce niveau-là. Au niveau des objets, bon bah la racine de Mandragore, la potion de force. Je me disais qu'un filet pourrait être intéressant au final, parce qu'il n'a pas d'arme dans sa main. Du coup, il pourrait utiliser un filet, ce qui pourrait immobiliser un adversaire. Vu qu'il a assez de facilité pour passer à droite et à gauche sans trop être engagé, il pourrait clairement utiliser son filet pour immobiliser une figurine embêtante, repartir ailleurs pour donner 1 ou 2 coups de pince, ou alors se mettre en position pour empêcher votre adversaire de se désengager sur un combat un peu tendu. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau-là. Sinon je vois pas tellement. Lui mettre une arme dans la main à mon avis ce serait pas très utile. Il a sa pince qui est là pour faire des dégâts. Donc voilà, filet, racine de Mandragore et potion de force, pourquoi pas. Des idées. Si vous en avez d'autres, évidemment, partagez-les. On passe au Birgus Royal, 104 pièces d'or, Constit 6, Dextérité 3, Force 5, Mental 2, 3 de mouvement, lui a 8 PA, PV 26, son armure moins 2, 6, moins 3, donc l'armure un peu upgrade. Le coup de pince qui coûte 3 PA, 8 dégâts. En cas de réussite critique, la cible perd 2 cases d'armure. La catapulte que j'aime beaucoup. Alors, une fois par pince, 4 PA. 8 dégâts, la cible est projetée à 1 des 10 brasses dans la direction du dé. Mouvement, on en a parlé, léger d'esquive, c'est la même chose. Alors lui, il a 2 pinces, il n'a pas de main. Dixit la figue, hein. Peut-être que je me trompe et qu'en fait il a une main, mais voilà, non, là, normalement il a 2 pinces. Alors, c'est le tasson du groupe, hein. Il est là pour encaisser, il a 5 de force, il fait beaucoup de dégâts, même si ça coûte 3 PA. Donc attention parce que c'est parfois un petit peu cher. C'est un Birgus que je vois pas forcément très souvent. Je pense que ses attaques coûtent trop cher.
Et du coup, ça bloque peut-être un peu les gens. Bien que 8 dégâts, ce soit clairement pas dégueu. En cas de réussite critique, la cible perd 2 cases d'armure. Ça peut être le petit bonus, mais c'est vrai que c'est anecdotique. Tout le monde n'a pas d'armure. Et il y a assez de perce armure avec des tireurs et autres dans la liste, à mon avis. Ou de l'artillerie, carrément, pour éviter ce genre de truc. La catapulte, que j'aime beaucoup, une fois par pince, 4 méas. Les 8 dégâts sont très agréables. Et surtout, vous balancez votre cible à un dé 10 brasses dans la direction du dé. Donc, vous voulez dégager un adversaire. Bim, le petit jet avec la catapulte. Même topo pour les colosses, hein, ça marche aussi, les montures, les colosses, tout ce que vous voulez. Ok, la botte, il démarre à 8 à la place de démarrer à 10 quand il tape normalement. Mais en attendant, vous voulez dégager quelqu'un, c'est tout bénef. Et les dégâts de collision, potentiellement les dégâts de chute si le machin se casse la figure. Bref, vous avez vraiment moyen de dégager la route avec ce Birgus-là. Il est capable de tanker, son 6 de constit fait l'affaire, son armure un peu upgrade fait aussi clairement l'affaire. Soustraire 2 points de dégâts à une attaque 10 fois, ça le rend quand même très solide. Vraiment, vraiment très solide. Et du coup, vous pouvez très bien le positionner de façon à ce que il tienne un objet, il tienne un objectif, enfin, il tienne un briscard en respect. Les jets d'esquive et de désengagement, ça s'effectue avec -2, alors du coup quand on voit les stats avec lesquels il commence pour éviter les désengagements adverses, ça commence à piquer. Donc non, vous pouvez vraiment faire des trucs intéressants avec. Il est un peu plus cher, je le conçois tout à fait. Et du coup, effectivement, chez les bannis, les figurines sont quand même autour de 80-100 pièces d'or. À réfléchir quand vous l'utilisez. Moi je l'aime bien, mais ça fait partie... Enfin, c'est le Birgus que j'aime entre guillemets le moins. Parce que c'est un gros scotcher qui peut dézinguer, qui peut virer des gens de façon un peu aléatoire. Mais c'est quand même une centaine de pièces d'or, et du coup, comme il y a pas mal de figurines qui sont dans ce coup-là, ça dépend ce que vous voulez en faire, il faut trouver une utilité. Ou alors vous faites une full Birgus, quoi. Voilà. Mais il n'a pas de main, donc faites gaffe. Au niveau des objets qu'on pourrait lui mettre, la potion de force du coup est moins intéressante puisqu'il fera moins de dégâts sans pour autant être inintéressante. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de lui mettre? La racine de mandragore reste toujours une possibilité, hein, je le redis. Réfléchissons. J'avais pensé à un truc mais je ne sais plus ce que c'est. La potion d'éther. J'ai envisagé le Birgus Royal avec la potion d'éther. Pourquoi pas? Ça pourrait être plutôt rigolo. Vous savez, votre Birgus Royal, il met des coups et ensuite il devient éthéré, on peut rien lui faire. Et après, il revient, il remet des coups. Pourquoi pas? C'est une option, mais c'est clairement pas indispensable. Et du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce Birgus aussi. N'hésitez pas à dire hein, si vous n'êtes pas d'accord ou si il y a une analyse que j'ai ratée ou qui vous semble incomplète. C'est vrai que tous les Birgus se ressemblent un petit peu avec quelques spécificités. Mais voilà. Et on va passer au Birgus qui, depuis sa sortie, a fait augmenter le taux de divorce de plus de 60%, le rejeton de David Jones, Satan incarné, bref, le Birgus chirurgien. Alors, grosse polémique sur le Birgus chirurgien, tout simplement parce que j'ai dit « Ouais, je le trouve un peu cher, machin. » Alors, on va reprendre. 80 pièces d'or, constitue 4, dextérité 4, force 4, mental 5, 8 PA, 3 de mouvement, 26 points de vie, l'armure 1, 6, moins 6, moins 3, 10 points de vie sur l'armure. La scie, 3 dégâts, provoque le saignement. Médecin de campagne, possède 2 cataplasmes. En mode campagne, il possède gratuitement la compétence premier secours niveau 1. Les mouvements, on s'en fout, léger d'esquive, on s'en fout. Mais lui, il a 2 mains. Voilà. Enfin, on s'en fout pas, mais on a déjà expliqué la chose. Alors, je maintiens ce que je dis. Il est un peu chéros. Il est un petit peu chéros, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Il a 4 de force par rapport au Birgus normal, et effectivement, c'est assez agréable parce qu'il touchera mieux. Mais voilà, il a 4 de constit, donc en plus de pouvoir être balancé par un peu plus de monde à droite et à gauche, il va encaisser moins bien les coups. Petit problème. Il a une bonne dextérité par rapport aux autres Birgus, ça c'est clairement pas un défaut.
Mais je pense que si vous voulez jouer dextérité, à mon avis, vous avez des ratons qui sont tout à fait intéressants. Et surtout, ils vont pas cumuler les petites choses. Son mental de 5 est très très bon pour les objectifs. Ça, je dis pas. Par rapport aux autres Birgus qui ont un mental de 2 ou 3, le mental de 5 est clairement là. Ça lui fait un moral de 9. Donc il est très solide sur ses jambes, le loulou. Les 8 PA sont très agréables par rapport au Birgus normal qui en a 7, ça je ne dis pas. Les 26 points de vie également, c'est un Birgus qui sait encaisser, mais qui va du coup sur la table être vraiment une plaie. Seulement voilà, la scie fait 3 dégâts, provoque le saignement c'est toujours bon à prendre, on va jamais cracher dessus. Mais voilà, 3 dégâts, certaines armures l'ignorent complètement. Je veux dire, vous allez avoir certaines figurines qui, s'ils réussissent leur armure, n'en ont rien à foutre du saignement. Le saignement en soi est très agréable, mais ça se soigne quand même relativement facilement. Dès que la figurine regagne un PV, elle annule le saignement. Donc, il y a des strats, par exemple, chez les Thuléens, où on a une liste full saignement et où ça pisse le sang dans tous les sens. Ok. Mais voilà, le Birgus chirurgien, il est le seul à donner saignement dans cette armée. Donc, en soi, c'est pas forcément folichon. Le gars, il se prend un cataplasme viatique, un sortilège, un effet de jeu, n'importe quoi, qui rend des points de vie. Le saignement est giclé. Donc, oui, c'est bien, mais non, ça fait pas qu'on passe un Birgus à 80 pièces d'or. Le médecin de campagne, il a 2 cataplasmes gratuits. On peut donc soustraire, entre guillemets, 10 pièces d'or, pardon. À son coût, il vaudrait 70 pièces d'or. Ok. Et les spéciaux, on en a déjà parlé. Il a 2 mains, donc par contre, ça c'est très important. Ça fait très plaisir dans les listes d'avoir une figurine qui a 2 mains pour les objectifs avec un mental de 5 et une dextérité de 4. Ça, je suis tout à fait d'accord. Si vous faites une liste Birgus, ce Birgus-là est indispensable. De même, si vous faites une liste Birgus Tortue, reprenez-le aussi, il est indispensable. Seulement, je trouve quand même qu'il reste un peu chéros par rapport à ce qu'offre le Birgus normal, qui me semble plus intéressant au niveau du jeu, mais sans pour autant dire que le Birgus chirurgien n'est pas intéressant. C'est pas ça que j'ai voulu dire, attention. Le Birgus chirurgien peut être très utile, comme j'ai dit, dans une liste où il n'y a pas beaucoup de mains, dans une liste où vous n'avez pas forcément un gros mental et une grosse dextérité. Ça peut être très intéressant d'avoir ce Birgus-là. Mon préféré reste le normal, mais je ne dénigre absolument pas le chirurgien. Les 2 cataplasmes sont bien. On va pas cracher dessus, mais alors clairement pas. C'est vraiment très intéressant, ça soigne le poison, c'est tout. Seulement voilà, vous avez 2 cataplasmes d'office, vous n'avez pas la possibilité de lui choisir autre chose. Vous n'avez pas... voilà, il a 2 cataplasmes d'office. Ce qui va être très utile. Mais si on avait pu avoir le choix du style, vous pouvez prendre 10 PO d'objets de soins, un cataplasme viatique, ou j'en sais rien trop quoi d'autre qui aurait pu soigner. Enfin, voilà. Le must que j'aurais aimé avoir après avoir testé le Birgus chirurgien quelques fois, après l'avoir vu sur les tables plusieurs fois également, c'est vrai, ça aurait été un cataplasme viatique, ça aurait été stylé. Parce qu'il a quand même une bonne bouteille de vin dans sa besace, le machin. Les 2 cataplasmes sont vraiment cool, attention, mais c'est vrai qu'il aurait pu soigner lui-même, ça aurait pu être sympa aussi. Vraiment le médecin de campagne qui fait un bandage au mec et qui lui offre un morceau de pain avec un bout de salami, ça aurait pu être drôle. Voilà, et pour l'instant, médecin de campagne, il gagne une compétence qui, il la paye, entre guillemets, même si vous jouez pas en campagne, parce que c'est quand même une compétence en plus et un coût, donc cette compétence a un coût, on ne peut pas enlever ce coût-là, mais du coup c'est pas utile dans une partie standard, et ça m'embête un petit peu. Si dans le futur les compétences sont accessibles, ou une partie des compétences sont accessibles dans les parties normales, là clairement je pense que je vais revoir mon avis, et médecin de campagne, ça permet de restituer des PV aux figurines alliées. Et là, clairement, je pense que les 80 pièces d'or seront des pièces d'or judicieusement investies. Pour l'instant, je le trouve, et je continue de le trouver un peu chéros par rapport à ce que le Birgus normal pourrait proposer pour une pièce d'or en plus. Voilà, donc nous allons de nouveau ouvrir les portes de l'enfer du débat. Quoique je crois que tout a plus ou moins été dit.
Donc, avec le Birgus chirurgien, faites attention, c'est pas un Birgus que vous pouvez vous permettre de balancer n'importe où, vu qu'il a quand même 2 cataplasmes, mais si vous les rentabilisez, enfin, si vous les utilisez pas, c'est dommage, parce que c'est 2 cataplasmes de perdus. De même que, j'ai pas dit, mais ces 2 cataplasmes ne font pas partie du pool d'objets que vous pouvez avoir. Si vous jouez en 400 pièces d'or, c'est souvent 50 pièces d'or d'objets. Donc, du coup, c'est 2 cataplasmes en plus. Vous pouvez vraiment blinder de soins si besoin. Mais donc ce Birgus, il faudra essayer de le rentabiliser un maximum en faisant des saignements, en faisant les soins nécessaires. Je pense qu'en duo, il peut être aussi excellent. Que ce soit en duo avec un autre Birgus ou en duo avec une autre figurine, il peut être vraiment aussi très bon. Puisqu'il est quand même tanky. Il a quand même 26 points de vie et une bonne armure. Il a 8 PA que vous pouvez soit utiliser pour taper, soit utiliser pour faire des défenses. Donc non, il est quand même bien. Parmi les 4 Birgus, c'est mon deuxième préféré. Voilà, si ça peut rassurer les gens et se dire que, oh mon dieu, il n'aime pas le Birgus chirurgien, cet homme est un monstre. C'est mon deuxième préféré, mais je préfère quand même le Birgus normal. Pour toutes les possibilités qu'il a, tandis que celui-là est vraiment plus axé 2-3 petits coups de scie et quelques soins si besoin est avec les cataplasmes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les figurines bannies, j'espère que j'en ai pas oublié. J'espère que ce Tactica vous a plu, vous a donné des idées. Alors, comme d'habitude, si vous trouvez que j'ai dit quelque chose de pas bien, n'hésitez pas à, ou de bien, hein, je veux dire, si ça vous a donné des idées et tout, n'hésitez pas à balancer vos commentaires sous la vidéo, cette vidéo qui est infiniment longue, en fait je viens de remarquer qu'elle doit faire plus d'1 heure. Il va y avoir une partie 3 évidemment avec un éminent spécialiste de la carapace et du cochon. Rendez-vous pour la partie 3 des bannis. Évidemment avant cela, postez vos listes, vos idées, les trucs saugrenus qu'on pourrait faire, tout ça. Vous connaissez comment ça fonctionne, soit sur Facebook, soit sur le forum de TGCM, soit sous les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, partagez vos idées, vos impressions, vos ressentis, tout. D'ici là, je vous fais des bisous et que les dés soient avec vous.